Ils veulent nous vendre un vélo de route. 2025 qui n'est pas le pire. Et ici, je pense qu'il y aura beaucoup de gens à qui ça va faire exploser la tête quand je leur dirai que celle que je mets là en première position, c'est la bonne. Dans le monde de l'automobile, il y a des promesses qui, si elles se concrétisent ensuite dans le vélo tout-terrain, nous donneront des vélos qui vont nous épater. Le problème, c'est que peu de gens la connaissent, car la marque est très petite. Pourtant, elle a défini le Gravel il y a 4 ou 5 ans. Un vélo électrique léger qui sortira en 2025 sera déjà directement obsolète. 2025 a été une année où le marché du vélo a évolué plus vite que jamais. Nouveaux modèles, nouvelles plateformes, nouvelles promesses, et comme toujours, énormément de discours autour de ce qui est censé être le meilleur. Aujourd'hui, posons une question gênante. Toutes les bicyclettes lancées en 2025 ont-elles vraiment du sens ? Ou voyons-nous certaines marques trop avancées pendant que d'autres restent en retard ? Non, ce ne sera pas un énième épisode sur les meilleurs vélos de l'année, fondé sur des fiches techniques ou des communiqués de presse. Aujourd'hui, nous parlerons de décision, de design, de cohérence et de bien identifier à qui chaque vélo s'adresse ou non. Nous allons parler de Gravel, qui pousse le concept vers l'avant, et de Gravel qui semble ne pas savoir si elle veut être un vélo tout-terrain ou autre chose, de vélos de route qui ont su évoluer. Un concept déjà très mature. Et d'autres qui ont franchi une ligne très claire entre l'outil dont un professionnel a besoin et celui dont un amateur a réellement besoin. Nous parlerons aussi du vélo tout-terrain, où certaines marques ont prouvé qu'on peut encore affiner et améliorer des systèmes déjà connus. Pendant ce temps, d'autres continuent de justifier de mauvaises décisions avec des excuses qui ne tiennent plus la route. En 2025, et bien sûr, nous parlerons des vélos électriques, car cette année a marqué un tournant. Ce qui, il y a à peine quelques mois, semblait être l'équilibre parfait entre le poids et la puissance est déjà devenu obsolète aujourd'hui, et cela change complètement les règles du jeu. Dans cet épisode, nous allons mettre en avant les vélos que nous pensons être exceptionnellement bien conçus. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont cohérents, honnêtes et qu'ils font avancer le produit dans la bonne direction. Et nous allons aussi parler des pires, non pas par haine, mais à travers l'analyse. Des vélos qui arrivent sur le marché avec des compromis difficiles à justifier, avec des concepts confus ou avec des solutions qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité actuelle de l'industrie. Deux points de vue, celui de l'ingénieur, celui du testeur, deux façons de regarder le même produit et un objectif très clair. T'aider à comprendre quels vélos de 2025 valent vraiment le coup et lesquels devraient en l'être. Regardez avec beaucoup de prudence. Ceci est Dibatio, et aujourd'hui, oui, nous allons parler des meilleurs, mais aussi des pires vélos de 2025. Comment vas-tu, Anton? Prêt? Très bien, Dany, je suis prêt. Et toi, ça va? Avec beaucoup d'envie, toi, tout ce qui concerne parler de vélo, ça nous plaît, non? Oui, ça nous plaît plus que ce que nos femmes aimeraient, mais On aime ça. ici, on est très bien. Bon, rappelez à tout le monde qu'on met en ligne ces podcasts Dibatio, aussi bien sur YouTube que sur Spotify. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de partager ces épisodes avec tous vos amis passionnés de vélo. Nous débutons, vous aiderez à développer le projet. Mettez-nous un gros like là où vous êtes, même sur le bouton hype, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont mis sur YouTube. Je crois qu'une fois que vous mettez le like, ensuite le hype apparaît. Donc tout ce que vous pouvez donner, c'est génial. Et, s'il vous plaît, faites exploser la section des commentaires pour qu'on sache si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Avec ces meilleurs et pires et meilleurs vélos de 2025, si ça vous va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner les catégories. On va commencer par le gravel, par exemple. On va toucher à tout et dans chacune des catégories. Anton fera une proposition de meilleur vélo, j'en ferai une autre, et ensuite j'ai préparé quelque chose pour le pire vélo ou le pire concept. Voir si on partage, hein? Oui, il faut donner des compliments et il faut donner des claques. C'est ça? D'accord. Anton, ça te va si tu commences pour le gravel? Qu'as-tu à nous proposer? D'accord? Le meilleur gravel de 2025? Pour moi, c'est la Alightable, hein? Je le prononce sûrement mal. C'est le vélo qu'ils ont présenté cette année, Alight. Et pour moi, pourquoi est-ce le meilleur de 2025? En une phrase, parce qu'on comprend très bien vers où va le gravel rafting et il l'exécute très bien. Il l'exécute vraiment très bien. Et le problème, c'est au niveau du passage de roue des pneus. Je ne sais pas, à l'époque du gravel à la mode, vont-ils inventer le vélo tout-terrain? Cette phrase qu'on entend souvent, pas toujours depuis le comptoir du bar, hein?
Mais pour moi, le gravel, c'est tout le contraire. En fait, il arrive à un point de maturité, tellement de maturité, qu'il commence déjà à se segmenter. Il y a le gravel plus aventurier et le gravel plus rafting. Et quand une catégorie commence à se segmenter, c'est un signe de maturité. Et, écoute, pour le gravel rafting. On voit que ce qu'il y a de plus rapide et ce qui a été testé et constaté, ce sont les pneus de cross-country, Marathon. Et donc, Alight est très courageux de prendre cette décision de les intégrer dans ce modèle de passage de roues. Je crois même jusqu'à 58, ce qui équivaut en vélo tout-terrain à un 2,25, 2,3, voire au maximum 2,25 ou 2,2. D'accord. Si tu regardes les vidéos de promotion d'Alight, la décision n'a pas toujours été ainsi. Et dans une vidéo marketing, ils peuvent te dire n'importe quoi. Mais bon, dans ce cas, si vous regardez la vidéo sur Internet, sur leur chaîne YouTube, c'est plutôt bien argumenté. Moi, j'y crois. C'est du pipeau. Ils font semblant. Mais au début, le chef de produit d'Alight n'est pas convaincu. Un pneu de vélo tout-terrain sur un gravel et ils font divers tests. Leurs coureurs de l'équipe Racing l'essaient et au final, ils ont un développement assez peu dogmatique. Il faut aussi le récompenser et dire on veut créer une machine de gravel racing. Et pendant le processus, ils découvrent que cela implique un passage de roue plus grand pour des pneus plus larges. Et ils l'intègrent courageusement, ils adaptent la géométrie en conséquence. Les bases ne peuvent pas être aussi courtes, logiquement. Ensuite, elle est aussi un peu plus longue vers l'avant de l'axe du pédalier à la roue avant, c'est-à-dire tout le vélo en lui-même est plus long. Aujourd'hui, ils créent une machine de course incroyable et une marque. Je termine. Ce qui est assez similaire en Europe, dans la péninsule et le sud de l'Europe. Ce n'est pas si important, mais aux États-Unis, c'est une marque majeure. Et franchir cette étape comporte un risque. Une petite marque peut innover, mais Light va plus loin dans le gravel. Et en étant une grande marque aux États-Unis, et avec la responsabilité que cela implique de gagner et d'être dans le peloton, là devant, dès le premier jour. Eh bien, c'est très intéressant ce que tu expliques sur le fait que ce sont vraiment les coureurs sponsorisés par la marque qui ont remis en question les décisions qu'ils avaient prises au départ, depuis l'intérieur de la marque. Eh bien, je ne sais pas si c'est du côté des ventes, du produit ou autre chose. En fait, qui prend les décisions pour qu'un vélo soit conçu d'une manière ou d'une autre? Nous l'avons expliqué dans le épisode 1. Vous pouvez aller le voir. Je pense que c'est très bien pour mieux comprendre pourquoi certains vélos ou certaines marques finissent par sortir des modèles d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que les coureurs interviennent dans la décision finale. Je pense que beaucoup de gens se trompent à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de marques, que tu le veuilles ou non. Je suis un peu dans l'industrie et je me rends compte des choses qu'on essaye de nous vendre, qui souvent ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de marques qui nous disent « L'équipe de compétition a été impliquée dès le premier instant dans le lancement de ce vélo ». Et puis tu te rends compte que dans la pièce d'à côté, ils font la même présentation du produit qu'ils nous font à nous, les journalistes ou les communicants. Toutes les marques ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a certaines qui se vantent de le dire. L'équipe de développement a fait partie de l'équipe de compétition et c'est du pur marketing. Ce n'est donc pas comme ça que l'équipe de compétition d'Alight est intervenue. Hein? Les gars, ne proposez pas des pneus étroits. C'est moi qui dois me débrouiller après. Sur ces parcours de gravel si exigeants qu'il y a, je pense que c'est un point important à considérer et je suis d'accord, c'est l'un des lancements de l'année. Il y en a eu d'autres sur le marché, comme ceux de Willière et d'autres. Je pense que actuellement, la norme se situe déjà entre 50, 53, 55, 58 mm minimum de pneus. Aussi grand que 58 beaucoup, non. En fait, beaucoup de nouveaux modèles qui sont sortis augmentent tout le passage de roues, mais pas autant de manière homologuée. Après, chacun prend ses risques. Mettre un pneu de 2. En fait, un pneu, c'est le Continental. Maintenant, je ne me souviens plus exactement du modèle, mais il y a un Continental qui est très apprécié pour les E-Racing King. Je crois que c'était le Race King. Mais ensuite Continental. Si je ne me trompe pas, ils ont changé les noms et je me suis un peu perdu, mais... Bon, en tout cas, sur la Light, tu peux mettre un pneu de cross-country marathon, pas le 2,4 standard en cross-country olympique, mais un 2,2, c'est ça.
Voyons voir maintenant, parce qu'il se peut qu'on soit devenu un peu fou ces dernières années. Avec la largeur des pneus, mais un 2,2, 2,25, 2,3 sont déjà des pneus conséquents, même pour le cross-country, et tu peux les mettre sur la light. Et en fait, certains parce que je n'ai pas choisi d'autres sorties qui sont aussi très bien pour 2025 en gravel, ils ont agrandi le passage de roues, mais n'ont pas finalisé cette démarche. Étant une marque, comme je le disais avant, avec un grand volume, ce n'est pas une marque de niche. Tu sais que cela implique aussi des responsabilités et des risques que j'aime aussi souligner. Super, bon Anton, je vais te dire. Dans ce cas précis du gravel, je vais proposer 2 options. Parce que je savais que tu allais venir avec cette version légère, et donc je veux te donner du fil à retordre. 2 baffes, une de chaque côté. Je les encaisse. Tu verras. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que j'ai 2 vélos, un qui est sur le marché depuis 4 ans. Je ne sais pas si ça fait 5 ans, mais pour moi c'est toujours le standard du vélo. Gravel. Aujourd'hui, peu de gens la connaissent car la marque est très petite. Mais elle a déjà posé les bases de ce que devait être le gravel il y a 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, à part un peu le câblage interne, qui est un peu à l'extérieur, la douille, la direction. Et tout ça, est-ce que ça reste le vélo de référence sans que beaucoup de gens se rendent compte qu'il était là? Et je te parle de la LAUV. Seigla, d'accord. C'est un vélo que j'ai pu tester très bien l'année dernière. Marque islandaise, une marque, comme je vous le dis, très peu connue et une marque qui a lancé ce modèle. C'était il y a 4 ou 5 ans. Le passage de roue maximal en vélo tout-terrain était de 2,35, ce qui est énorme. Et en plus un 2,35 très généreux qui te permet encore d'avoir assez d'espace pour bien évacuer. La boue, etc., etc. Bien sûr, ils ont dû faire une ingénierie très poussée, surtout sur le haut banc droit, pour que ça puisse rentrer. Un monoplateau de 48 dents au maximum, c'est ce que les professionnels utilisent. Entre 48 et 46, ça tourne autour de ces chiffres. On ne peut donc pas mettre de double plateau sur ce vélo. Je ne crois pas que ce soit un souci pour l'utilisateur aujourd'hui. En Ravel, c'est de plus en plus rare. Et pourtant, tu peux monter un monoplateau de 48, 46 absolument sans aucun problème, et un pneu jusqu'à 2,35, ce qui commence à me sembler un peu exagéré, un peu extrême, mais je pense que c'est un vélo qui a déjà posé ses bases il y a 4 ou 5 ans, et il faut lui reconnaître ce mérite, même s'il n'est pas sorti en 2025. D'autre part, la seconde claque que je veux te donner sur l'autre joue. C'est lié, mais ça a à voir avec le fait que Alight est une marque américaine très fière de son pays, de ses origines, et ils fabriquaient le carbone aux États-Unis. Ce qui est complètement inhabituel, car nous savons tous qu'entre Taïwan et la Chine, c'est là que la grande majorité des marques fabriquent leurs produits. À part quelques exceptions, ils mettaient l'aigle avec les étoiles sur le cadre. Made in the États-Unis d'Amérique. Eh bien, ils étaient super fiers. Mais par hasard, cet Abel est le premier modèle pour lequel ils ont dit « Regarde, on abandonne. Nous avons tenté de fabriquer nos cadres ici, mais maintenant nous allons commencer à les produire en Asie, où ce premier cadre est réalisé. » Alors, dans la continuité de cela, je t'apporte un modèle qui n'est pas encore sorti sur le marché. À ma connaissance, je l'ai vu pour la première fois exposé à l'Eurobike, puis nous l'avons revu exposé au Sea Otter Europe. Je crois que c'était sur le stand de Vision, ce n'était même pas un stand à eux. Je le présente pour voir si la Laufer correspond à l'existant et à la norme déjà en place. Ce que je t'apporte reflète ce qui vient. C'est la marque sèche chinoise, mais pas cette conception de marque chinoise de mauvaise qualité, très bon marché, mais qui est la qualité. Je ne sais pas, mais pas une marque de Chine ou de Taïwan. De plus, il faut le souligner, Premium directement, une marque qui propose plusieurs modèles de route. Bientôt, elle lancera ce modèle de gravel. Je n'ai pas eu l'occasion de rouler avec, mais j'ai eu l'occasion d'avoir le cadre devant moi et de pouvoir toucher l'intérieur du cadre. Apprécier à quel point elle est bien construite, tout le travail esthétique et de design qu'il y a derrière. Et le soin apporté. Parce qu'elle ne sera pas un vélo économique simplement parce qu'elle vient de Chine, mais elle sera une concurrente très digne de n'importe quelle marque haut de gamme qui pourrait nous venir à l'esprit occidental. Donc c'est un peu les deux mondes, ce sont mes deux propositions. De plus, le passage de roue, apparemment d'au moins 50 mètres de large à l'avant comme à l'arrière, sans données précises.
Bon, par où commencer? Non? Voyons, le fait que l'AID ne soit pas la première, c'est-à-dire, et comme l'a dit l'UF tout à l'heure, au final, c'est une marque de niche. Donc, je peux aussi te dire non, si je cherche sur Instagram dans le monde du bespoke, que bespoke. Comment l'expliquerais-tu pour ceux qui ne savent pas? Ce sont ces passionnés qui fabriquent eux-mêmes leur vélo en acier artisanal. Le mouvement artisanal dans le vélo, disons, Un mouvement très sympa qui, pour les passionnés de cyclisme, et je suis sûr qu'ils sont la majorité à nous écouter, est un univers vraiment génial. À suivre sur Instagram, par exemple, dans ce petit monde qui d'ailleurs a aussi un salon en Allemagne. je crois que c'était à Dortmund. Oui, je sais qu'ils la font près de l'aéroport. J'envisage d'y aller cette année car cet univers me fascine même si je ne l'utilise pas. Eh bien, c'est sûr qu'à l'UF, étant une marque de niche, ou même dans le monde du sur-mesure artisanal, tu trouves, je vais dire des créatures, mais ce ne sont pas des créatures. Tu trouves des inventions, tu trouves des propositions, tu trouves des gens très créatifs qui font des choses qui parfois finissent par arriver. À ce qui concerne les vélos plus commerciaux, et tu es sûr de trouver des vélos avec des passages de roues énormes, tu es sûr de trouver des gravel fat bike, tu es sûr de trouver des cargo gravels. Je veux dire, une marque de niche peut-elle prendre plus de risques? En fait, L'UF vu précédemment a une cross-country avec un passage de roue de 2,6. D'accord, mais surtout en Europe, pas vraiment à Light aux États-Unis. C'est une marque de pointe et quand elle fait des propositions, elle mise beaucoup d'investissement. Et elle en a. Donc c'est pour ça que c'est un peu injuste parce que quelqu'un y pensait déjà comme ça. Mais pour moi, c'est la 2025, pas parce qu'elle a le mérite d'être la première, mais parce qu'elle arrive au moment où elle doit arriver, en prenant les risques qu'elle doit prendre. Oui, un peu ça. en fait, si tu passes à une échelle supérieure, si tu prends l'UF et que tu la considères comme quelque chose de très niche, Light est plusieurs crans au-dessus, vraiment au-dessus. Si tu regardes les modèles chez Trek, chez Specialized, chez Canyon, la plupart sont limités à un dégagement de pneus maximum de 45 mm. Ils n'ont pas encore osé franchir ce cap? Qu'est-ce que tu dis? Bon, où est le risque? Il faut faire un travail d'ingénierie, ça c'est toi qui vas nous le dire. Très poussé. Dans la zone du boîtier de pédalier, la phrase typique des amateurs de gravel, est-ce qu'ils vont finir par réinventer le vélo tout-terrain ou découvrir le vélo tout-terrain? Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des mesures entre le boîtier de pédalier. Les bases, l'espace dont la roue a besoin, l'espace dont les manivelles ont besoin, le plateau, il faut vraiment bien tout combiner. Oui, avec cette parenthèse, oui, Gravel. Longtemps un fourre-tout, ça l'est de moins en moins. Et il y a diverses spécifications Gravel. Il commence à y avoir une segmentation, le Gravel Racing, le Gravel Aventure, principalement ces deux-là, mais certaines variantes apparaissent aussi et il devient assez clair ce qu'est le Gravel. Donc intégrer un passage de roue élargi, il ne s'agit pas d'inventer le vélo tout-terrain, c'est de peaufiner et de bien placer ce que sera le gravel à l'avenir, et ce qu'il a été, et ce qu'il sera aussi par la suite. Maintenant, je change encore de sujet pour répondre à l'une des interpellations que tu m'as faites en disant gentiment les gifles. Qui est le sujet de la fabrication en Asie? Et là, j'ai très peu à dire parce que c'est un sujet politique, je ne veux pas m'en mêler. La seule chose que je peux dire objectivement, c'est qu'il y a une série de heureusement ou malheureusement. Certains penseront au niveau politique que c'est malheureusement, d'autres diront heureusement, je ne sais pas. Je ne me prononce pas, mais de nombreuses technologies sont présentes en Asie, pas en Occident. Et si tu veux atteindre un certain niveau d'optimisation du processus de moulage du carbone ou un certain prix, etc., tu dois aller en Asie. Alors, Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, ici, chacun a ses opinions, presque politiques et géopolitiques. Light voulait des niveaux d'un produit qu'elle n'a pas pu fabriquer dans son pays ou qu'il pourrait fabriquer, mais à un coût insoutenable pour le consommateur. Ne pourrait-elle pas s'opposer aux produits ou marques occidentales fabriquées en Asie?
Oui, il y a sans doute une question de coût et de processus, mais ce n'est pas uniquement une question de coût, même si je ne connais pas le cas précis. Parfois, tu recherches une technologie sans trouver de fournisseur capable de la proposer. Mais malgré tout cela, sans savoir précisément, Light a communiqué ce lancement et la décision de recommencer à fabriquer en Asie. C'était 2 semaines avant que Trump n'impose des droits de douane sur toutes les importations, ce qui leur a vraiment nui. Parce que je ne sais pas, peut-être. Maintenant, ça a du sens de recommencer à fabriquer aux États-Unis, mais au minimum, ils vont devoir payer la taxe pour importer les choses depuis l'Asie. Alors, bon, dernièrement, j'ai appris des choses officieusement et je ne peux pas citer les noms des marques qui essaient de passer. Comme 2 ou 3 frontières différentes, parce qu'à travers ces frontières, il est moins cher de faire passer leur cadre par 2 ou 3 frontières que par une frontière directe. Je ne sais pas si je suis clair. Que il leur coûte moins cher de supporter le surcoût logistique du transport interne que d'importer directement en payant les droits de douane. Exactement, parce que évidemment les droits de douane les plus élevés sont de l'Asie vers les États-Unis. Oui, bon, c'est peut-être s'étendre un peu, mais on voit aussi avec beaucoup d'usines qu'elles partent déjà au Vietnam à cause de ce sujet. On peut faire un épisode plus approfondi sur la fabrication asiatique si tu veux. Bien sûr qu'on le fera, mais laisse-moi venir d'abord, avec le pire vélo de gravel, 2025. C'est surprenant parce que ça vient d'une marque qui, je pense, doit justement énormément au gravel. Pour moi, c'est la marque qui a justement découvert ce que tu disais, la segmentation au sein du gravel. Aujourd'hui, cette marque a, je crois, 8 ou 9 modèles différents de gravel dans son catalogue. J'ai pu tester beaucoup de ces vélos de cette marque dans le domaine du gravel et je considère qu'ils sont au top dans chacun des segments qu'ils essaient d'occuper. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute que cette marque mérite beaucoup de reconnaissance. Mais dans ce cas précis, je pense qu'ils essaient carrément de nous vendre quelque chose qui n'est pas de leur marque. Je dois le dire comme ça. Nous parlons de la Wrigley Ignite GTX. Nous parlons d'un vélo qui, selon les données fournies par la marque elle-même, a un passage de roue de 58 mm, maximum équivalent à un pneu de 2,3 de vélo tout-terrain, avec un guidon courbé, évidemment très large, avec un flard de 24 degrés, une suspension avant de 100 mm ou l'option tout rigide, selon la marque. Géométrie 100% vélo tout-terrain. En fait, c'est un cadre rigide de vélo, tout-terrain, plateau de vélo, tout-terrain de 32 dents. Le pire, c'est le slogan. Parfaite pour le gravel alpin avec la géométrie vélo tout-terrain et le gain aéro d'un cintre gravel. Et bien sûr, c'est là que ma tête explose. Parce que moi, je pense clairement que c'est un surstock qu'ils ont dans l'entrepôt, parce que tout ce qui concerne les vélos de gravel se vend très bien. Donc ça se ralentit. Beaucoup de gens qui achetaient Thomas des vélos tout-terrain rigides pour faire à peu près la même chose, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec ce surstock dans l'entrepôt. Ils mettent un guidon courbé, appellent ça du gravel et s'en débarrassent un an. Et bien sûr, le slogan ne tient pas la route parce qu'il te parle de gravel alpin. J'ai fait du gravel dans les Alpes, je suis aussi allé faire du vélo tout-terrain dans les Alpes, et il y a des pentes raides. Quand tu te reposes, tu es à 10% alors que la normale est de 15 à 20%. Là-bas, ça a du sens d'avoir par exemple un plateau de 32 dents pour monter plus facilement et tout ça. Mais ensuite, explique-moi, où est le gain aérodynamique du guidon courbé sur un vélo de montagne ? Si tu es littéralement en train de monter à 5 km/h sur une pente de 20% en luttant pour ne pas tomber, pas à cause de la sécheresse, mais pour ne pas perdre l'équilibre sur le vélo. C'est alpin, mec? On n'a pas compris. Aussi une marque belge. En parlant de gravel, Alpino c'est un peu comme si c'était déjà au-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ce n'est pas que le gravel, c'est que ce n'est plus ce fourre-tout où n'importe quoi est du gravel. Un monocycle, c'est du gravel? Non, pas du tout. Si tu mets des crampons sur le pneu du monocycle, c'est du gravel, hein ? Oui, Oui, gravel alpin. ne déconne pas. Le gravel, c'est très clair ce que c'est. C'est une évolution des vélos de route, en fait, le gravel. Je ne sais pas si ça a beaucoup été dit, hein, mais je ne sais pas si beaucoup de gens en tiennent compte. Le gravel existe parce que sur les vélos de route, les freins à disque sont arrivés, et l'arrivée des freins à disque permet d'augmenter le passage de roues.
et donc ce passage de roues plus large? Cela incite de nombreux cyclistes à se demander, et si on prenait ce chemin sans voiture au lieu de la route? Et un peu, c'est là que le gravel est né et au final, il a continué à évoluer et il continue encore aujourd'hui. Aussi grâce au type d'événements qui se faisaient aux États-Unis qui ont mis le gravel à la mode. C'était un peu un fourre-tout, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire, un surplus de stock d'un vélo rigide avec un guidon courbé, ce n'est pas du gravel alpin, c'est juste un vélo rigide. C'est déjà un vélo tout-terrain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, la position sur le vélo de gravel vient de la route, parce que sur la route, la position est pensée pour aller vite, sans trop de bosses sur le terrain. Le gravel reprend cela avec des adaptations comme des pneus plus larges, il y a déjà des modifications. Mais le gravel, ce n'est pas du vélo tout-terrain, même dans les Alpes. Je ne sais pas, va en vélo tout-terrain ne va pas faire du gravel alpin? Non. Je suppose que le gravel, Les pneus sont très larges, mais mon point c'est que le gravel commence à être défini et qu'il ne va pas réinventer le vélo tout-terrain et ce n'est plus un fourre-tout. je pourrais donner un autre exemple d'une marque qui a fait quelque chose de similaire, qui pourrait sembler pareil aux yeux d'un non-expert, mais qui est vraiment bien fait. Et oui, c'est du gravel, par exemple Trek avec le nouveau modèle Checkout, un vélo de gravel à double suspension. Tu regardes les géométries et tu te dis, ces géométries sont initialement héritées d'ancêtres de route, qui deviennent ensuite un gravel rigide de compétition, et qui finissent par se détendre, pour finir par avoir un vélo gravel à double suspension, spécifique pour les courses d'ultra-distance, où le confort prime sur la vitesse. Mais si tu compares la géométrie de ce vélo et ses caractéristiques avec un vélo tout-terrain pur, avec une super calibre, ce n'est pas la même chose. Elles sont cousines éloignées, pas sœurs. Avec le gravel, déjà pour attaquer à cette histoire de gravel et de vélo tout-terrain, voyons, il faut aussi comprendre que le vélo tout-terrain d'il y a 15 ans n'est pas le vélo tout-terrain actuel. C'est-à-dire, Tout a évolué, c'est-à-dire c'est l'expérience, les vélos, et aujourd'hui nous avons un panorama. Si tu veux faire des pistes, aller vite et être à l'aise, il y a le gravel, qui est une variante de la route. Si tu veux faire des single track, depuis Superflow, Rollo, Swiss Epic, enfin je ne sais pas si c'est Superflow, je ne l'ai jamais fait, mais c'est l'image qui me vient en tête. non, Swiss Epic, je l'ai faite, il y a des passages techniques. D'accord, donc le vélo tout-terrain a évolué pour cette raison. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais arrêtons de regarder le passé pour définir où nous allons, le futur. Le vélo tout-terrain a évolué, passant d'une forme à une autre. La route a évolué et d'une scission de la route est née une catégorie énorme. Qu'est-ce que le gravel? Nous sommes déjà en 2025, nous sommes ici, alors tout cela venait-il du sujet du gravel alpin, avec ce vélo tout-terrain aussi? C'est-à-dire, C'est forcé, tout est déjà défini, chaque expérience a son vélo, selon l'évolution logique des catégories. mais il est aussi vrai, Anton, que vu de l'extérieur, on peut facilement se tromper. Parce que aussi, au cours de l'année, on commence à voir ces coureurs professionnels ou semi-professionnels, qui, aux États-Unis, pour des courses très spécifiques, avec un type de terrain très spécifique, avec un profil très spécifique. Ils choisissent des vélos tout-terrain avec un guidon courbé pour mieux performer uniquement dans ces courses qui n'ont lieu que 2 ou 3 fois par an, alors... Mais j'insiste, je pense que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil qu'un coureur choisisse un outil en fonction d'un terrain très spécifique. Qu'à une marque qui veut te vendre un cadre de vélo et qui en plus ne s'en cache pas, elle le dit directement. C'est notre modèle vélo tout-terrain rigide, tu le trouveras dans la section vélo tout-terrain du site web. C'est le même vélo avec un guidon plat. Ça n'a pas de sens d'un point de vue commercial. Et surtout étant une marque de vélo également bien positionnée dans le monde du gravel, ayant tant apporté avec le reste des modèles et étant des modèles qui fonctionnent si bien. Oui, t'as tiré sur la corde et c'est pour ça qu'elle reçoit le titre de pire vélo de gravel de l'année, entre guillemets. Génial. Et passons à celle de route, ça te va? J'attaque en premier, j'attaque. Attaque? Allez, mieux la route, meilleur vélo de route, 2025. À mon avis, c'est un vélo qui a été complètement éclipsé par sa sœur de la même marque. Un vélo dont, nous parlerons plus en détail plus tard, mais que je considère comme le vélo idéal pour tout amateur.
Le seul inconvénient, c'est que son modèle d'entrée de gamme coûte 10 000 €, donc il n'est pas accessible à tous. Mais d'après ce que j'ai essayé pendant toute l'année 2025 et même une partie de 2024 de toute cette nouvelle génération de vélos de route, je pense qu'en général, ils sont tous à un niveau très élevé. Je parle de l'Orum Magma, de la Madone par exemple, de la génération 8 de la Giant, la nouvelle TCR. Je ne sais pas, j'ai essayé beaucoup de modèles, j'en oublie beaucoup, mais vraiment l'AMV par exemple, l'AMV Melee m'a beaucoup plu, aussi en termes de maniabilité. Mais je pense qu'au-dessus de toutes celles-ci, un cran, voire deux crans au-dessus, il y a la Colnago V5 RS. Et ici, je peux parler de beaucoup de caractéristiques. Je peux parler du poids, je peux parler de l'esthétique, je peux parler de beaucoup de choses, mais moi ce que je retiens surtout, c'est ce vélo. La maniabilité, c'est-à-dire la maniabilité est sublime. C'est un vélo sur lequel tu as envie de monter et de prendre 4 virages enchaînés, parce qu'elle tient vraiment sur des rails, et toutes les autres se comportent aussi très bien, mais celle-ci est vraiment 2 crans au-dessus. Et ensuite, pour toi, je considère que ça fait partie de cette nouvelle génération, celle qu'on appelle à tort ainsi. On en parlera plus tard. Vélo d'escalade, en réalité ce n'est pas ça, c'est un vélo très polyvalent. Et c'est pour ça que je la défends, surtout pour sa maniabilité. On peut prendre chaque donnée, tout se joue dans la bataille avec toutes. C'est l'une des plus légères et des plus aérodynamiques, même si ce n'est pas une vraie aéro. Mais la maniabilité de ce vélo, si vous pouvez, testez-le, même sans intention d'achat. Parce que pour moi qui essaye tellement de vélos, c'était comme entrer dans une nouvelle dimension. Rien à dire, c'est un super vélo. Je ne l'ai pas testé et comme toi, c'est la maniabilité qui m'intéresse. Donc pour en parler, il aurait fallu que je l'essaye. Mais sans aucun doute, c'est un vélo qui de l'extérieur est totalement d'actualité, qui a tout ce qu'il doit avoir. Et en ce qui concerne les passages de roues actuels, on n'a pas parlé du poids, mais c'est sûrement un poids compétitif. Maintenant, le haut de gamme est là, frôlant la limite d'illégalité de l'Union cycliste internationale des 6,8 kg, donc ce n'est pas un problème. Et le passage de roue, je crois que c'était 32 mm si je ne me trompe pas, oui. C'est un passage de roue plus moderne. Je suis sûr que ce n'est pas celle que j'ai choisie, mais j'aurais pu la choisir comme haut de gamme. Voyons, avec quoi tu attaques, Anton ? Pour moi, le meilleur vélo de route, 2025, c'est le Scott Addict RC. Je ne sais pas si tu as pu l'essayer et comment elle se comporte, comparée à la GOP. Je ne peux pas comparer, je ne l'ai pas testé, ce modèle. Pour moi, c'est la meilleure de 2025 parce que tu vois, c'est vraiment galère. Mets-toi dans la peau d'un ingénieur qui doit fabriquer un vélo de route et de grimpeur. En fait, c'est un exercice d'automatisation, je ne vais pas le dire, je me suis emballé, d'optimisation tellement poussée que c'est très difficile. Tu prends quelque chose, c'est-à-dire comment améliores-tu un vélo de route de grimpeur? Et Scott l'a fait et il l'a énormément amélioré, énormément. La première chose qu'il a faite qui apparaît à la fin est liée à cette nouvelle catégorie qu'il doit gérer. Le cadre pèse environ 640 ou 660 grammes si je ne me trompe pas. Y a-t-il quelqu'un de Scott ici? Qu'il me pardonne, je ne le sais pas par cœur, mais elle est très légère. Tellement que le modèle haut de gamme, vraiment le haut de gamme, pèse 5,9 kg, et tu te dis d'accord parce que c'est le haut de gamme. Mais l'intérêt d'un vélo commercial aussi léger, c'est que A, les gammes moyennes auront un poids très compétitif. Et ça, je veux dire, ça peut aussi être une petite marque qui fabrique un vélo très léger. Il ne fera que la version haut de gamme, ce qui compte déjà pour la photo. Non, ce n'est pas comme si Scott proposait une gamme allant d'un Dream Build à quelque chose d'assez accessible. Alors, le fait de fabriquer un vélo de série léger a beaucoup de mérite. Ensuite, en ce qui concerne la légèreté, est-ce facile de fabriquer un vélo léger? Oui, tu fais un vélo en flanc. Il y a eu des cas sur le marché, oui, où au niveau de la rigidité, c'était pratiquement inutilisable, ou alors tu réduis beaucoup jusqu'à la limite réglementaire, les standards de test, de sécurité. Et Scott ne fait aucune de ces deux choses, c'est pour ça que cet exercice d'optimisation a aussi beaucoup de mérite. C'est un vélo qui est rigide là où il doit l'être, et en même temps, bon ça, toutes les marques l'ont déjà, mais la rigidité aussi non.
Le vélo combine rigidité là où il faut et confort là où c'est nécessaire, sans choix à faire. Est-ce qu'il répond à ces normes? Et au niveau des tests, ils ne sont pas allés, disons, jusqu'à la limite. Donc pour moi, c'est la meilleure. Et pour finir, grâce à cet exercice d'optimisation incroyable qu'ils ont réalisé chez Scott, Eh bien, c'est ce dont nous parlions dans le épisode 1 non, qu'il est parfois, ou la plupart du temps, plus difficile d'affiner un produit qui est déjà très abouti, que cela demande des efforts. Où est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je fais au lieu de partir d'un concept où tu as toute la toile blanche, n'est-ce pas? oui. Ensuite, pour finir, ça concerne généralement toutes. Ce n'est peut-être pas l'idéal. L'année 2025, mais cet exercice d'optimisation n'est pas forcément valable non plus, et ce n'est pas seulement pour Scott, ça concerne beaucoup d'autres, mais bon, c'est aussi... Comme Voilà. Il faut aussi préciser que l'exercice d'optimisation ne concerne pas le tableau en soi. Des formes qu'il a, ce n'est pas la façon dont tu fabriques le carbone, mais plutôt les procédés de fabrication qui te permettent d'atteindre certains poids. Et ça, dans la vidéo que tu as faite sur ta chaîne quand tu es allé à Taïwan avec la nouvelle Giant, as-tu pu le voir? Comme il y a souvent une innovation en coulisses qu'on ne voit pas dans les usines, qui permettent à une génération de cadres de faire un pas en avant, en termes de poids, de rapport poids-rigidité, etc., etc. Eh bien, et Scott l'explique dans le Product Lounge et dans les vidéos qui sont sorties. Est-ce qu'il en bénéficie? Oui, en fait, je vais te donner un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Parce que lorsque nous étions dans l'usine de Giant à Taïwan, il y avait 3 types d'endroits à l'intérieur de l'usine. Celui que nous pouvions visiter et filmer, celui que nous pouvions visiter mais pas filmer, et celui que nous ne pouvions pas du tout visiter. Alors, parmi ceux que nous avons pu visiter sans pouvoir filmer, curieusement, c'était la salle où ils avaient organisé, l'entrepôt des différentes pièces en carbone. Une fois qu'elles avaient été découpées, elles devaient ensuite être placées sur les moules, c'est-à-dire qu'ils devaient donc commencer à faire le laminage. Ça me rappelait quand mon père vendait des pièces détachées et avait l'entrepôt plein de références. Non, eh bien la batterie, je ne sais pas quoi, le pare-choc, je ne sais pas combien, tout le couloir des pare-chocs, le couloir des batteries, je ne sais pas, non. Et donc j'ai trouvé très curieux que, malgré la présence d'objets de très haute technologie et de grande valeur, eh bien cette technologie soit vraiment de pointe. L'une des choses consolant qu'ils ne nous laissaient pas filmer, c'était simplement la façon dont ils avaient organisé des boîtes en carton où, à l'intérieur, il y avait de petites plaques, des pièces en carbone, comme si c'était un Lego. Tu vois? Eh ben, mais c'est plus que ça parce qu'ils ont sûrement leur propre façon de faire. Là, c'est la phase préliminaire, ce niveau d'optimisation qui te permet ensuite d'obtenir la rigidité et la résistance à certains endroits avec un poids optimal et précis. Et ensuite, tu as sûrement vu et tu le mentionnais, parce que j'ai beaucoup aimé la vidéo que tu as faite sur Taïwan. Merci. Félicitations, c'est une excellente vidéo. Je pense que ça a plu à pas mal de gens. Oui, tu vois comment on a beaucoup innové dans le processus de moulage, c'est-à-dire le processus de moulage du carbone. Cela veut dire mettre le carbone, fermer le moule, le cuire et le démouler. Et donc, pour ne pas m'étendre, je ne veux pas non plus vous ennuyer, mais les moules qu'on place à l'intérieur du carbone se sont beaucoup améliorés. Donc cela te permet d'avoir une compaction bien plus optimale. Et ça, tu le vois, comme tu le dis, pas dans les vidéos, il y a des fois où tu touches l'intérieur d'un cadre. Avant, on remarquait beaucoup les aspérités et les restes de résine. Et maintenant, c'est-à-dire avant de peindre, c'est très bien travaillé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette capacité à travailler le carbone, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, te permet d'améliorer les lay-ups, te permet d'optimiser encore plus et de gratter des grammes, Eh bien ça, Scott, si tu regardes les communiqués techniques de la Scott Addict RC, ils expliquent à quel point ils ont bien fait les choses, mais bon, il n'y a pas que Scott. Mais bon, dans ce cas, ils en ont profité et ils sont à la pointe. Ils sont aussi à la pointe dans le domaine du développement et de la fabrication. Et cela nous sert aussi à expliquer pourquoi, à chaque lancement, la marque dit que c'est plus rigide et plus léger. À un moment, l'utilisateur final se demande comment cela peut-il être toujours plus rigide et plus léger. Eh bien, je ne sais pas si certaines marques vendent du vent, mais dans de nombreux cas, c'est bien le cas. C'est vrai, grâce aux nouvelles techniques,
aux nouvelles technologies ou aux nouvelles méthodologies. Simplement, en changeant la façon de placer les éléments, les feuilles de carbone ou autres, on arrive à obtenir un cadre à la fois plus rigide et plus léger. Petit commentaire rapide, les gens doivent te comprendre que les vélos en carbone sont des produits ultra techniques. C'est-à-dire, La technologie du carbone qui a maintenant un aspect commercial est une technologie issue de secteurs très avancés. Secteur très avancé, aérospatial, défense, automobile. Et les caractéristiques du vélo? Pouvons-nous avoir accès à ces technologies à un prix raisonnable? Et là, c'est sûr que quelqu'un va se fâcher. Mais fais une moto avec les technologies de fabrication utilisées pour les vélos commerciaux, ce serait complètement hors de prix. Eh bien, tu aurais une moto, chef? c'est une moto chef, un vélo semi-prototype. Le monde du vélo est très beau parce que nous avons accès à des technologies, à une fabrication auxquelles nous n'aurions pas accès dans n'importe quel autre secteur de produit. C'est-à-dire, pareil, en électronique, il y a ce niveau. Mais bon, je me suis déjà expliqué, je ne veux pas m'étendre davantage. Mais la conclusion, c'est que grâce au cyclisme, nous avons accès commercialement à des technologies très avancées. Et le carbone en fait partie. Et comme toute technologie de pointe, elle évolue aussi. Je comprends, je me suis un peu étendu. Mais c'est important. Non, avec ça je termine aussi ce sujet, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Ce qui se passe, c'est que cette opinion que tu viens d'exprimer est complètement impopulaire. Parce que tout le monde, nous avons tous la perception que les vélos sont trop chers. Elles le sont, Mais c'est ce qu'il en est avec cette technologie. mais elles pourraient l'être encore bien plus. Oui. Bon, enfin, je pense que ça mérite d'ouvrir un autre sujet pour un autre podcast. On en ouvrira un autre? On en ouvrira un autre parce que c'est croustillant et que ça plaît aux gens. J'adore discuter de ce sujet. On en reparlera, mais poursuivons avec les vélos qui arrivent. Le pire vélo de route, 2025. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va faire exploser la tête quand je vais leur dire celle que je mets là. En tête, la Colnago Ion RS Vélo, champion du Tour de France et du monde. C'est pire. Je considère que c'est le pire vélo de route de 2025. Et je ne m'arrête pas là, car je poursuis avec la Cervélo S5, la Canyon Road, la Giant Propel, la Merida Reacto et la BMC Team Machine. SLR, non, la R, pardon. Je vois déjà où tu veux en venir. Eh bien, le fait est que je considère qu'on arrive à un moment où, et la Ion en est un exemple. On arrive à un moment où les cyclistes professionnels commencent à avoir besoin d'un type d'outil qui n'a pas forcément à être aligné avec le type d'outil dont le cycliste amateur, comme toi, moi ou n'importe qui nous écoute, a réellement besoin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'ai une interview avec Machine, le directeur sportif de l'UAE, qui le dit très clairement, que depuis l'équipe ont mis la pression sur Colnago parce qu'ils avaient besoin d'une arme différente pour pouvoir se battre dans de meilleures conditions sur le World Tour. Et cette arme s'appelait Y1RS, et elle a été conçue pour répondre aux besoins des coureurs professionnels de l'équipe qu'ils ont. Ça suffit. En fait, lors de conversations avec le distributeur de Colnago en Espagne, avant que ce vélo ne sorte, ils ne misaient rien sur les ventes. Qu'est-ce qu'ils misaient? Tout? Sur la V5 RS prévue 3 mois après? Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un choix fantastique si tu as le portefeuille suffisamment garni pour un sportif, un cycliste amateur. Et pourtant, en termes de vente, la X20 a tout raflé. Toute parce que la vitrine du Tour de France, la vitrine du World Tour, comme je le dis affectueusement, le chef du marketing de Colnago, c'est Tadej. S'il porte la Y, ben on vend la Y. S'il porte la Z, on vend la Z. Eh bien, en général, je pense que, enfin, ma théorie ici ou ma thèse à défendre, c'est que avec cette nouvelle génération de vélos de route polyvalents, je ne sais pas si la Scott peut être classée comme exclusivement grimpeuse, par exemple. Je pense que la Giant TCR est bien un vélo de grimpeur, comme on l'entendait autrefois. Elle doit être bonne en montée. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme la Canyon Endurance. Ou comme par exemple, je l'ai vécu de très près avec la BMC Team Machine SLR, la Colnago Fi5 RS elle-même. De nombreux autres vélos, désormais polyvalents, excellents sur le plat et grimpent aussi bien que les vélos d'escalade. À mon avis, celles que nous appelons maintenant les vélos aéros sont celles qui sont allées à l'extrême.
toutes celles dont j'ai parlé qui pour moi sont les pires vélos, qu'on me comprenne bien. Elles ne sont pas pires à cause de leur qualité, mais parce qu'elles brouillent le concept du vélo adapté à l'utilisateur. Amateur. Je ne sais pas, c'est ma thèse, je ne sais pas ton avis. Oui, quand tu as dit que le i était le pire de 2025, j'ai demandé. Comment ça? Mais je vois ton point de vue et je le partage. Regarde, sur la route, il se passe quelque chose qui n'arrive pas en vélo tout-terrain. En vélo tout-terrain, la segmentation par catégorie, on la donne un sens à l'expérience que tu vas vivre. Avec un vélo d'enduro, tu choisis un type de terrain. Avec un vélo de cross-country, un autre. En revanche, Sur la route est la même. Donc, cette segmentation qui est faite a beaucoup de sens pour les professionnels, mais très peu pour 99,9% des utilisateurs, même ceux qui sont semi-professionnels, qui sont très performants. Incroyable. Alors il se passe quelque chose qui est un cliché. Les gens achètent le vélo, pas celui dont ils ont besoin, mais plutôt de manière plus aspirationnelle. dans... Route. Et cela se voit très clairement dans la nouvelle génération d'aéros. Ce sont des vélos qui ont du sens pour le World Tour et parfois même pas, car ils changent aussi selon les courses. Alors, je ne sais pas, c'est dommage parce que comme je te dis, le choix d'un vélo va déterminer à quel point tu vas t'amuser. Alors, Je pense que souvent, on parle aussi beaucoup du poids. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Eh bien, un vélo aéro pèse déjà autant qu'un vélo de grimpeur ». Eh bien, ça dépend, parce qu'il se peut que les modèles haut de gamme soient en proches, mais souvent ces vélos aéros qui sont si proches du poids des vélos de grimpeurs, ce n'est pas à cause du cadre, mais plutôt à cause des composants, etc. C'est-à-dire, si on compare vraiment chez les marques qui ont deux modèles, le kit cadre du vélo de grimpeur ou du polyvalent. Avec le kit cadre de l'aéro, le plus léger est toujours celui du polyvalent, pas celui de l'aéro. Ensuite, si tu descends en gamme et que tu passes à des composants plus abordables, le poids de l'aéro a tendance à augmenter beaucoup plus. Même sans considérer le poids, il s'agit de comparer par exemple la Xong à la 5 de Colnago. La IR, c'est presque un vélo de triathlon ou de contre-la-montre avec des réglages très complexes, nécessitant l'assistance d'une équipe de mécaniciens professionnels. Ce n'est pas un vélo pour partir à Gran Canaria faire une cyclosportive et le transporter facilement. Une fois arrivé, bonne chance. Tu sais, pour tout bien serrer et régler, surtout le guidon avec ses particularités, en espérant qu'il ne soit pas cassé en route. Cependant, t'as un autre vélo qui reste incroyable, comme la V5 qui est simple dans le sens où, une fois, je l'ai réglé, il va marcher, tu vois. Plus besoin de m'inquiéter des positions du corps. Alors, je ne sais pas, c'est un ensemble de choses que je comprends, l'aspect esthétique, mais au fond, ce sont les polyvalentes, pas seulement celles que nous avons mentionnées. Même les marques avec une seule plateforme, comme la Tarmac chez Specialized ou la Madone Génération 8 chez Trek. Ce sont des vélos qui, selon moi, correspondent beaucoup mieux à ce dont nous avons besoin en tant qu'utilisateurs. Anton, as-tu déjà possédé ou possèdes-tu un vélo aéro? J'ai eu un vélo aéro et il est probable que j'en ai un autre plus tard. oui, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, non? Non, j'avais un vélo aéro, je l'ai vendu et maintenant j'ai un vélo de grimpeur. Mais bon, en fait aussi, si on fait l'épisode de 2026, quel est la meilleure vélo de route de 2026? J'ai vraiment envie de pouvoir dire que c'est un vélo d'une catégorie qui est en train de disparaître, qui est un vélo d'endurance, parce que en route, l'endurance. Et maintenant, on dirait que je fais un saut. Mais non, parce que je veux relier ça au sujet de la segmentation dans le monde de la route. Et je pense que beaucoup d'utilisateurs profitent vraiment d'un vélo d'endurance, mais les vélos d'endurance, pour une raison quelconque, sont relégués à l'entrée de gamme. Et pour contrer cela, cette tendance qu'il y a eu vers les marques aéro, nous voulons des vélos d'endurance qui soient incroyables, nous voulons des montages haut de gamme avec des vélos d'endurance pour contrer cela. Parce que au final, je te le dis, la route est la même, ce n'est pas comme un vélo tout-terrain. Le terrain dépend de la catégorie, oui ça varie,
et il s'agit d'avoir des vélos qui conviennent au grand public. Et là, il y a une catégorie oubliée qui, d'une part, comme tu disais, a été absorbée par le gravel et ensuite encore plus oubliée, avec cette nouvelle génération d'aéros qui impressionne beaucoup d'utilisateurs, qui, pour contrebalancer une bonne génération d'endurance vaudrait vraiment le coup. Je ne sais pas, ce serait ton avis, hein? Pour conclure ces demandes, s'il pouvait mettre un passage de roue maximum d'environ 40 mm et y mettre un pneu slick mais de 40 et pouvoir aller de temps en temps sur la terre. Pour cette catégorie, l'endurance et une esthétique plus sportive que récréative sont privilégiées. Oui. Peut-être qu'on en demande trop. Avant, on disait que le gravel était déjà bien défini. En 2025, maintenant, on demande un semi-gravel route et on va encore inventer une nouvelle catégorie comme la gravel alpine. Très bien mec, très bien Anton. Le meilleur vélo de vélo tout-terrain. 2025 pour toi, voyons. Allez, on passe au vélo tout-terrain. Pour moi, je n'ai aucun doute. C'est la Specialized Stump Jumper. Pareil pour les auditeurs, la plupart viennent du sud de l'Europe. Ce n'est pas une catégorie aussi puissante qu'elle l'est en Europe du Nord ou aux États-Unis. Comme c'est le cas pour le trail, mais pour moi, la 15e génération, je le dis bien, la 15e génération de Stump Jumper continue d'être la référence du vélo de trail. Merci encore une fois. Ce n'est pas facile, c'est difficile d'y arriver, mais c'est encore plus difficile de s'y maintenir. Et Specialized avec Extratail l'ont encore fait. Pourquoi? Regarde, ce que j'aime, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, comment dire. C'est-à-dire, ils continuent d'être au sommet sans compliquer les choses. Le système de suspension cinématique, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans les systèmes de suspension. C'est le 4 bars. Que ce soit avec Horselink ou Split Pivot, les deux variantes le maintiennent là. Et en plus, ils ajoutent à ce truc d'amortisseur du génie, qui au final n'est qu'un amortisseur avec beaucoup de chambres à air. Et bon, il faut avoir un système pour changer les tokens très facilement. Ce que ça te donne, c'est que le vélo est très plush. Plush, je ne sais pas comment on dirait en français, c'est très... Plush, je ne sais pas. Il m'affiche un autre nom au début du parcours et ça te limite aussi d'aller taper partout. C'est-à-dire, en résumé, qu'il garde le système cinématique et en plus il l'affine en ajoutant le génie qui ne fait qu'ajouter. Il ne retire rien, en tout cas, il ne retire rien. Ensuite, au niveau des volumes, ils font quelque chose que seules les grandes marques font, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun volume gratuit. Mais il a aussi un acide désoxyribonucléique et là je parle en tant que designer, pas ingénieur, mais ça fait partie de l'ensemble. Sont-ils capables d'optimiser le vélo? Aucun volume n'est superflu. Il n'y a pas de geste de carbone gratuit tout en gardant l'identité de la marque. Et ça aussi c'est difficile. C'est difficile parce que c'est très tentant en tant que designer. Je te dis, ce n'est peut-être pas vraiment de l'ingénierie, mais plutôt du design. Intégrer des gestes au vélo pour reconnaître la marque, mais ces gestes restent finalement assez gratuits. C'est-à-dire? Elle est très bien optimisée. Et en même temps, elle conserve cette identité de marque. Pour moi, c'est le meilleur vélo tout-terrain. Je ne peux rien te reprocher. Est-ce que c'est l'équivalent dans le cyclisme du vélo tout-terrain de la Ford Model T? La première vélo tout-terrain produite en série, si je ne me trompe pas, a lancé tout ça pour le grand public. Qu'elle soit toujours là et garde ses caractéristiques. C'est autre chose de savoir si, en Espagne, nous l'apprécions vraiment, parce que c'est un vélo qui est plus ou moins utilisé. Ici, on n'est plus branché épique, non? Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais amener celle qui, eh bien, est probablement l'un des vélos tout-terrain auxquels j'ai mis le plus de kilomètres cette année. Et qui, aux yeux de cet utilisateur qui est accoudé au bar avec une bière dans l'autre main. Eh bien, elle a reçu beaucoup de critiques, enfin, pas vraiment des critiques, mais bon, ceux-là n'ont rien innové, ils ont copié. Celle-ci ressemble beaucoup à l'autre, et en vérité, je pense qu'il y a un travail de développement très important derrière. Des choses, Bitoum, qui ne sont peut-être pas si perceptibles à l'œil nu, mais qui, quand tu montes sur le vélo, se remarquent et se remarquent beaucoup. Je parle de la Giant Anthem, nous avons tous vu le lancement, récemment championne du monde avec Alan Atherley, et pour moi, elle apporte deux innovations très importantes. La première, le poids.
comme tu le disais, pouvoir bien travailler toute la partie interne du cadre ici chez Giant. Toute la technologie qu'ils avaient de fin développée pour fabriquer la TCR de route, la grimpeuse, ils l'ont appliquée à l'Anthem. Et c'est quelque chose qui fait que, comme tu le disais pour la Scott, sur route, tout le poids de toute la gamme diminue. Parce qu'en plus, ils ont réussi à le maintenir. Il n'y a qu'un seul cadre en carbone d'un seul type de carbone dans toute la gamme, qui est là, c'est le plus haut de gamme. Ou le même cadre avec lequel Alan Atherley a gagné le championnat du monde. Il est présent dans toute la gamme et, que tu le veuilles ou non, s'il y a 200 ou 300 grammes de différence, tu vas les gagner. Même si tu achètes le premier modèle de la marque, alors que d'autres marques utilisent jusqu'à 3 types de carbone, puis tu achètes le premier modèle. Elle est très lourde. Même améliorée, ce vélo n'atteint jamais le haut de gamme, n'est-ce pas ? Au-delà de cela, il y a un point précis que j'ai évoqué dans la vidéo, mais j'ignore l'importance que les gens lui accordent. Comment les ingénieurs ont-ils réussi à isoler la flexion des haubans dans un système monopivot comme celui de l'Anthem ? Peux-tu mieux nous expliquer pourquoi c'est si important ? Merci, car dans la présentation de Giant, il y avait notamment une affiche indiquant les haubans de notre monopivot, de notre Anthem. Ils fléchissent de 5 mm contre 4-5 mm pour l'Epic 8D Specialized. Peux-tu nous expliquer, en tant qu'ingénieur, pourquoi c'est si important ? D'accord, parlons de la flexion du carbone. Quand le carbone fléchit, c'est comme une chèvre folle. Pourquoi est-ce comme une chèvre folle ? Imagine un arc que tu tends et quand tu lâches la corde, toute l'énergie que tu as accumulée est libérée d'un coup. Aucun amortisseur, aucune atténuation de l'énergie. Alors dans les systèmes de suspension, c'est un peu pareil, cette flexion du carbone. Cela introduit des forces parasites, qui en plus est un nom un peu laid, mais très descriptif. C'est ce que c'est dans le système, parce que ce sont des forces parasites, mais ce sont des forces qui ne sont pas, elles n'ont aucun moyen, elles ne sont pas amorties. Tu vois donc, moins ça fléchit, moins de forces parasites. Alors, Toi, en tant qu'ingénieur, pour moi, l'objectif que tu dois avoir, c'est d'essayer qu'elles n'apparaissent pas au maximum, et si elles apparaissent, essayer dans la mesure du possible de les garder sous contrôle. Mais si elles peuvent disparaître, c'est encore mieux. Alors, j'espère que Giant le voit, que toutes les marques le voient, et en plus, ils le résolvent et l'expliquent. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, si j'ai oublié quelque chose, voyons voir. je pense que, surtout en cross-country, il existe toujours la dichotomie entre un pivot avec flexion, auban et biellette. Un système très léger, le plus léger que tu puisses avoir, mais qui, au niveau des sensations et du fonctionnement, n'est peut-être pas le plus optimal. À l'inverse, il existe des systèmes plus complexes comme la double biellette ou le four-bar. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Mondrakers, BMCS, mais qui sont sublimes quand il s'agit de lire le terrain. Le terrain, de gérer tout ce qui impacte l'axe arrière, mais qui ont le gros inconvénient du poids. Alors, bien sûr, moi, de mon point de vue de testeur de vélo, ce que j'ai remarqué, c'est que sur l'ANCM, avec un monopivot dont les haubans fléchissent aussi peu, les sensations sont vraiment proches d'un système complexe, tout en conservant la légèreté du monopivot. Pourquoi ? Principalement parce qu'en montée, la roue arrière offre une traction exceptionnelle. Dans les zones avec beaucoup de pentes, sur un terrain meuble typique et tout ça, la roue arrière a une super bonne traction. Et puis dans des zones, par exemple, avec beaucoup de petites bosses concernant qui s'enchaînent. Tu as le vélo sous contrôle, ce n'est pas comme s'il te poussait vers l'avant comme un taureau sauvage, mais il absorbe vraiment, il se comprime et revient. Mais d'une manière contrôlée, il se comprime de façon contrôlée, c'est ce que vous, les ingénieurs, avez réussi à faire. Quand il se décompresse et te propulse en avant, cette force est-elle contrôlée ou seulement partiellement contrôlée ? Oui, tu sais, avec un système monopivot, il ne faut pas demander l'impossible. Même si tu as annulé la flexion du carbone, C'est-à-dire, dans un système à pivot unique, annuler ces forces parasites de la flexion du carbone. Je le dis déjà, ce nom donne l'impression que c'est horrible. Et après, il y a de bons vélos, monopivote. Bon, je m'égare. Le système monopivot donne ce qu'il peut donner. Et en fait,
Il bénéficie beaucoup d'une commande à distance, d'un système à 3 positions, parce que, disons, les 3 positions de l'amortisseur viennent compenser ce que le système lui-même ne fournit pas exactement. Alors, dans ce système de monopivot, si tu élimines la flexion du carbone, eh bien c'est encore mieux, et sinon, tu l'élimines aussi. Avant, je disais la contrôler, et c'est pour ça, pour la contrôler. En gros, ce qu'on fait, c'est comprendre à quel moment du débattement ça fléchit. Si ça fléchit beaucoup en début ou fin de débattement, idéalement, tu veux que ça fléchisse, surtout à la fin. Parce qu'alors, comme ces forces agissent en série, c'est-à-dire que d'abord, le carbone fléchit, donc la force passe dans la roue, d'abord le carbone fléchit. Quand le carbone peut plus fléchir, il agit comme un amortisseur en série, donc tu le veux à la fin, car c'est là qu'il commence à fléchir. À un moment donné, les forces déjà présentes dans le système sont déjà assez grandes, et ainsi tu garderais un peu de contrôle, mais c'est toujours mieux que le carbone ne fléchisse pas et il faut toujours garder à l'esprit que tu fais un monopivot. C'est-à-dire, si tu veux de bonnes propriétés d'anti-squat par rapport à l'anti-rise, si tu veux de bonnes propriétés d'indépendance aussi bien au niveau du pédalage que du freinage, c'est-à-dire l'anti-squat et l'anti-rise, le monopivot ira aussi loin que possible. C'est pour ça que je disais, pour moi, que le meilleur système, c'est quand tu mets un point de pivot qui te permet, je m'étale, coupe-moi, c'est de mettre un point de rotation qui place la barre de force. Que ce soit avec le horse link ou le split pivot, ça te donne cette possibilité de séparer l'anti-squat et l'anti-rise. Quel discours? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je me taise un peu. Parce que ce que je visualise ici, j'essaie de l'expliquer pareil. Les gens disent, ce fou parle trop, qu'il se taise. Nous allons nous améliorer, peaufiner et demander aux gens de laisser des commentaires pour voir ce qui manque, si nous devenons trop techniques ou si notre langage nécessite plus d'explications étape par étape. Je ne sais pas, en tout cas, la section des commentaires est à vous et tout retour sera le bienvenu, mais juste pour finir avec ce sujet. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que l'amélioration de ce monopivot dépend effectivement de la marque de vélo. Parce que récemment, les progrès des monopivots reposaient surtout sur l'amélioration des amortisseurs. Merci, à bientôt. Dans ce cas, ce sont bien les marques de vélos, ici Giant, la marque de Vélos, qui interviennent directement pour améliorer leur monopivot. Un bon point pour Giant. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour continuer la discussion. Mais si tu veux, on avance. Parce que là, j'allais dire plus de choses sur Giant, mais ce n'est pas grave. Oui, bon, on en fera plus, parce qu'on en fera plus. Anton reçoit le pire vélo tout-terrain de 2025, du moins de mon point de vue, un vélo qui a été lancé cette année, et qui arrive avec un problème que je pense qu'on ne peut plus tolérer sous aucun prétexte. Nous allons parler d'une marque qui, certes, n'est pas à la pointe, mais qui pourtant est un best-seller, une super vente. Le problème, c'est que, au moins dans notre région, elle n'a pas de présence. Mais c'est une marque qui, en Asie, en Amérique latine, d'après ce que je sais, est très présente et vend énormément. Nous parlons ici de la Polygon Syncline Doctor, une marque indonésienne que j'ai découverte et testée pour la première fois sur un vélo Fab, sur une île d'Indonésie, où, pour des raisons de réglementation et autres, on ne peut se déplacer qu'à dos d'âne ou à vélo. Et comme l'île est pleine de sable... J'ai rencontré Daniel Rass sur une île en Thaïlande, à vélo, mais c'est une autre histoire. Indonésie, je me suis trompé, c'est l'Indonésie. Oui. Eh bien, il y a des vidéos de ça et d'il y a de très nombreuses années. Je veux dire que c'est sans doute un des rares cas d'utilisation vraiment pertinent. Un vélo Fab, non? Sur une île comme celle-là qui est pleine de sable, et vraiment avec un vélo normal, nous n'aurions pas pu avancer. C'est ça. Et l'Alaska avec la neige? Alors, Polygon Syncline Doctor vélo de cross-country de cette marque indonésienne qui, comme je vous le dis, se vend énormément. En regardant, vous direz sûrement « Bon, Dany, mais c'est un moule ouvert. On ne peut pas trop en demander à ce vélo. Ça m'est égal même si c'est un moule ouvert. Lancer un vélo en 2025, où le câblage passe à l'extérieur, dans la partie qui va du triangle avant à l'arrière, ce n'est pas acceptable. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est déjà dépassé. Nous l'avons vu sur des modèles d'il y a 2 ou 3 générations, chez des marques que nous connaissons bien,
comme Orbea Wiz ou Canon Scalpel. Même avec de meilleurs câbles, même s'ils étaient à l'extérieur, ils étaient dans mieux rangés. Je ne sais pas, l'idée était meilleure. Ici, ils sortent un vélo il y a 1 mois, littéralement, presque en 2026, avec un gros câble à l'extérieur. C'est moche, ça n'apporte rien et je ne sais pas ce que tu en penses, Anton, mais franchement, rien que pour ça, je ne l'achèterai pas. Voyons. Pour ce qui est des câbles, là, il y a déjà des standards d'intégration qu'on a atteints. Donc, toutes les vélos, et je ne vais même pas parler du sujet des câbles, que ce soit par le tube de direction ou par le côté. C'est un sujet vaste qu'on pourra aborder un autre jour. Mais au niveau de l'intégration, il y a des normes et écoute, si tu ne les respectes pas, tu es un peu à l'écart. Je te dis aussi, il existe un type d'utilisateur, mais j'ignore si c'est celui de ce vélo. C'est surtout un utilisateur de descente qui préfère les câbles à l'extérieur, ce qui a du sens pour ceux qui font de la compétition. Si tu dois changer le câble, le frein ou le purger, tu le remplaces entièrement et le remontes sans avoir besoin de purger, etc. Mais bon, ce sont des contextes, comme je te dis, très racing, de descente. C'est presque un peu un créneau de niche pour le reste des segments. Écoute, il y a des standards d'intégration que les gens apprécient plus ou moins. Je ne me vois pas responsable, que ce soit des ventes, du marketing ou du produit d'une marque. Si cette idée arrive en 2025 et qu'on l'approuve pour installer le câble à l'extérieur, j'ai du mal à l'imaginer, mais chacun fait comme il veut. Écoute-moi, Ebikez, tu es d'accord si j'attaque ? Ebic s'attaque en premier? Voyons, la meilleure e-bike de 2025, tout ça, et ne pas être la meilleure. Parce que je considère que, voyons, nous savons tous ce qui s'est passé en 2025 avec les e-bikes, avec le moteur à binox. Je pense donc que tout vélo voulant être le meilleur en 2025 doit avoir le système électrique d'Abinox. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas précis, je l'ai choisi parce qu'elle a été le cheval de Troie qui nous a apporté le système Abinox. Mais pas parce que sa partie vélo soit la meilleure du marché. Mais bon, l'Amflow PL. En choisissant 3, elle devait être là pour ce que je viens de dire, essentiellement parce que DJ Ibarra, Abinox ont présenté leur moteur aux autres grandes marques. Personne n'a adhéré à l'idée ni voulu prendre le risque avec eux, alors ils ont construit leur propre vélo et dit « Maintenant, vous allez halluciner ». Ils ont totalement transformé le secteur des vélos électriques. Donc voilà ma proposition, rien de plus. Moi... Avant d'annoncer ma proposition, je peux déjà dire qu'il s'agit aussi d'un vélo équipé d'un moteur, Abinox. Dire que le monde des vélos électriques est à un moment spectaculaire, magnifique, splendide, et qu'il atteint aussi un point de maturité. Tu dis ça, Anton, parce qu'on n'a pas investi dans les vélos électriques. Ils ont investi à l'opposé d'Abinox. Et ils vont me détester. Ils vont me détester. Il vit un très beau moment, vu de l'extérieur. Je fais ma déclaration, beaucoup vont me détester, mais je ne vais pas mentir. Je disais que c'est un très beau moment parce que avant on te faisait choisir entre puissance ou légèreté, tu devais choisir et les gens ont dit bon, enfin pas les gens, le marché propose maintenant puissance et légèreté. Voyons comment nous en sommes arrivés là. Il y a eu un moment, je ne sais pas, je vais dire, bon, je n'invente rien, mais pour dire quelque chose, entre 10 et, enfin, pas tant, entre 10 et 5 ans, que l'arrivée des vélos électriques, penser, bon, c'est quelque chose de nouveau, peut-être qu'on va attirer beaucoup de gens qui arrivent. J'invente du motocross? Eh bien, et en fait c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent de la moto. Oui, mais à ce moment-là, par exemple, c'est un nouveau profil d'utilisateur qui vient du motocross. Un vélo de 28 kilos lui paraîtra-t-il encore léger? Déjà, Et puis elles sont apparues, enfin les vélos à cette époque étaient assez mastodontes. Certaines marques, sachant cela, ont même créé des designs qui s'éloignent beaucoup de l'imaginaire collectif de ce qu'est un vélo. En réaction à cela, les modèles légers ont commencé à apparaître. Non, c'est électrique, oui, mais c'est du vélo tout-terrain, c'est du cyclisme et on va jouer avec les règles du vélo tout-terrain. Nous devons donc d'abord réduire le poids. Et donc, c'est là qu'est apparue cette génération de vélos légers et il y a eu cette dichotomie entre les légers et les puissants. Et maintenant, nous sommes à un moment de... C'est pour ça que j'ai choisi beau, parce que ce n'est plus seulement léger, enfin c'est léger, pardon, je le dis bien, c'est léger et puissant. Il n'y a plus besoin de choisir. Et donc, l'avenir est prometteur dans ce sens pour le vélo tout-terrain C-Bike.
Et au final, ils ne vont faire qu'améliorer l'expérience utilisateur. Oui, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est ce qui compte. C'est que les gens montent dessus, qu'ils aillent à parcourir la nature et qu'ils aient une bonne expérience, parce que l'outil leur permet plus de choses. Et le fait d'être power légère, est-ce que le cyclisme y a gagné? Nous n'allons pas créer des super monstres du motocross, et nous allons faire du cyclisme avec les capacités d'un e-bike puissant que les modèles légers n'atteignent pas. Même esthétiquement, comme tu me l'as confié en privé, la victoire du cyclisme sur le motocyclisme. Parce que les vélos électriques, au début, pouvaient vouloir ressembler davantage à une moto pour attirer davantage ce public de motards. Elles finissent par ressembler à des vélos, ce qui va totalement à l'opposé. Non pas que la batterie soit de plus en plus petite et que le vélo électrique soit de plus en plus difficile à différencier d'un vélo traditionnel. Oui, c'est normal, cela fait partie de l'évolution. Au début, il y a cet engin qui te permet d'aller en montagne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on le met? D'où tirons-nous le plus? Du motocyclisme, des vélos, d'ici ou d'ailleurs? Et petit à petit, de façon un peu darwinienne, les concepts ont évolué d'un côté, ils se sont affinés de l'autre. La technologie des batteries s'est également améliorée en parallèle. Ici, nous profitons surtout des avancées de l'industrie automobile, surtout dans les voitures électriques, et non du cyclisme. Et nous vivons une période très intéressante. Comme je te l'ai dit, on a déjà tiré des conclusions sur ce produit qui a atteint sa maturité et continue de s'améliorer. J'espère qu'un jour nous pourrons aussi le présenter. On peut en parler dans le podcast, c'est sur le sujet de la technologie des batteries, qui est aussi très importante dans le monde de l'automobile. Il y a des promesses qui, si elles se concrétisent, ensuite dans le vélo tout-terrain, nous aurons des vélos qui vont nous épater. On en parlera, mais avant dis-moi, quel est pour toi le meilleur vélo et vélo tout-terrain de 2025? Pour moi, c'est la 1 la 1 avec DJI, un mid-on, c'est la Unmid. C'est un peu comme avec Alight pour moi, parce que j'ai vu les vidéos de la pré-sortie et j'y ai cru. Et ce que j'ai aimé dans la pré-sortie, ce vélo était-il prévu pour le Bosch SX? En plein développement, mince, le DJI sort et César Rojo qui dirige ce projet a décidé non. C'est le meilleur pour le vélo et pour ce que je veux, pour mon idée du vélo idéal. Le DJI est plus fidèle à cette idée idéale et il a aussi cette flexibilité de le changer. Et il fait ce qui est pour moi une grosse machine d'enduro, c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est difficile de justifier qu'un enduriste ne préfère pas rouler avec un vélo électrique de ce type plutôt qu'avec un vélo musculaire. Ah bon? Bon, rien à redire. Au final, je pense que parmi toutes, si on devait mettre deux vélos équipés du système Avinox, le numéro 1 c'est la classe pure à tous les niveaux. Sans même parler de la cinématique ou de voir le vélo, waouh, c'est incroyable. Au niveau cinématique, j'aime aussi parce qu'elle a la même personnalité qu'au niveau esthétique. L'esthétique est complètement différente, soit tu l'aimes, soit tu la détestes, et au niveau cinématique, ce qu'elle fait est aussi très intéressant. Et en fait, elle a des caractéristiques qui vont plaire à un utilisateur qui roule très fort en enduro parce qu'elle est très progressive. Et ça veut dire que si tu ne roules pas très fort, tu n'utiliseras peut-être pas tout le débattement, mais si tu roules très fort, tu ne l'épuiseras pas facilement. Bon, alors qu'est-ce que tu penses, Bechansan, de la proposition de Powerbike pour 2025 qui n'est pas un seul vélo mais toute une catégorie? Et je considère qu'avec tout ce contexte que nous avons depuis l'apparition il y a quelques mois du moteur Abinox, et comme tu l'as bien dit, il n'est plus nécessaire de choisir entre puissance ou poids, parce que tu as déjà une full power là, à la limite des 20 kg. Je pense que n'importe quel vélo électrique léger sorti en 2025 est déjà né obsolète. C'est un segment auquel je ne vois que très peu d'avenir et je ne sais pas dans quelle mesure, en termes de vente, il fonctionne actuellement. Je suis d'accord. Voyons, surtout en vélo tout-terrain en gravel et en vélo de route électrique. Oui, c'est une autre histoire. D'accord? Pour le vélo tout-terrain, oui, c'est ce qu'on dit. Plus besoin de choisir, il y en a déjà et il y en aura davantage. Il y a des vélos avec de la puissance, comme avec le moteur Abinox, et il y en aura encore plus, sans avoir besoin d'aller jusqu'à un Top Build Dream Build de Dangerholm, tu vois. Tu as un poids compétitif qui te permet d'avoir une expérience utilisateur de vélo tout-terrain, pas de semi-motocross.
Oui, on parle de 100-500 Nm selon le moteur dont on parle. Avec une batterie de 800 wh offrant 2h30 à 3h30 d'autonomie selon l'assistance et un vélo d'un poids similaire. Dans le cas d'Abinox, on est à 20 kg pour Bosch, peut-être un peu plus, mais bien sûr les modèles légers qui étaient vendant entre 50 et 60 Nm avec des batteries de 350, 400, 450 Wh au final, ça ne te donne pas vraiment ce surplus de vitesse, cette sensation. Par contre, l'autonomie de la batterie était très limitée. Et même ce premier argument qu'il y avait entre vélo et e-bike, pour celui qui est sportif et qui a déjà un cross-country traditionnel, je ne le vois pas non plus. Par exemple, je corresponds à ce profil et je veux ma super calibère de cross-country. Mais quand je monte sur une électrique, je veux toute la puissance parce que je veux monter à 24 km/h sur les pistes. Et après, une chose qui est aussi très importante, c'est que au final, les groupes de e-bikers existent déjà. Et tu restais 100 mètres derrière. Cent. Et ça, ce n'est plus technique, c'est social. Mais ça peut devenir un argument bien plus valable que n'importe quel argument technique. Je veux y aller avec mes amis. C'est bon, oui, d'accord, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien de plus, on n'en discute plus. Non, mais ça, je ne sais pas quoi, non. Tu vois, tu passais pour le mec bizarre et ce n'est pas cool. Donc au final, je te le dis, j'insiste beaucoup. S'amuser à vélo, c'est créer une communauté, rouler avec son groupe et rester ensemble. Soit tu étais très fort, soit tu ne l'étais pas. Super. Très bien. Anton, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, non? Je ne sais pas si les gens seront d'accord avec nous, on le verra dans les commentaires. Ce sera intéressant. Je suis curieux de leur réaction. Très bien, eh bien voilà, on va préparer le prochain épisode, on se retrouve dans quelques jours. Et soyez très heureux. Ciao ciao. Au revoir.